Bonjour à tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, ainsi que sur cette chaîne YouTube. Et je suis ravie de vous retrouver pour le 31e épisode de mon podcast créatif, dédié majoritairement au tricot et parfois à d'autres loisirs créatifs. Alors en ce moment, il y a un petit peu moins de tricot, mais beaucoup de couture et un petit peu de broderie. J'espère que vous allez bien en ce début d'été, qu'il y a un peu de soleil par chez vous. Ici en région parisienne, c'est pas le cas, mais bon, ça va finir par arriver. Et puis de toute façon, quand il fait trop chaud, moi j'aime pas ça. J'espère que oui, que tout se passe bien pour vous. Peut-être que certains d'entre vous seront en vacances prochainement. Et pour les autres, je vous souhaite bon courage jusqu'à ce que les vacances arrivent. Alors, au sommaire de l'épisode, il va y avoir une partie tricot avec quand même un projet terminé, 2 en cours et une réception de laine, oh là là, que j'adore. Et ensuite, une grosse partie couture parce que j'ai vraiment beaucoup cousu ces derniers temps, mais après, il y a quand même des patrons que je vous ai déjà montré 150 fois, donc j'essaierai de ne pas m'éterniser dessus. Et enfin, une partie broderie, puisqu'il y a du nouveau de ce côté-là. Et évidemment un bonus pâtisserie à la fin pour les gourmands. Alors avant de commencer, je vous parle de ce que je porte. Donc aujourd'hui j'ai sorti mon pull Triple L. C'est le pull créé par Magdalena Triple L de Mag pour un cours sur la plateforme Artesane. C'est un site web qui propose des cours. Alors il y a toutes sortes de cours sur l'univers du do-it-yourself, il y a du tricot, de la couture, de la broderie, il y a du dessin, bon, il y a pas mal de choses. Et donc ce modèle de pull a été créé exclusivement pour être mis sous forme de cours. Donc c'est un cours vidéo donné par Magdalena et vous avez le patron avec. Et donc c'est un pull avec des emmanchures tombantes, donc qui se tricote je sais plus, du bas vers le haut ou du haut vers le bas, je me souviens plus à vrai dire. J'aurais tendance à dire du haut vers le bas, mais peut-être que je me trompe. Et il y a un panneau qui mêle torsade et dentelle uniquement sur le devant. Dans le dos, c'est tout en jersey. Et voilà, des manches classiques. Et je l'ai tricoté dans le coloris argent de pâte de velours dans sa qualité féline fingering qui est du 100% mérinos superwash très classique et c'est un pull que je porte beaucoup et que j'adore. En plus il est gris, il va avec absolument tout. Aujourd'hui j'ai voilà un pantalon de couleur, donc j'en ai pas mal des pantalons comme ça, j'ai celui-ci qui est un peu pêche corail, j'en ai un bordeaux, un violet foncé, j'en ai un vert foncé, enfin j'ai pas mal de pantalons comme ça colorés et du coup il me faut des pulls soit beige, écru, gris, noir pour pouvoir mettre avec. Voilà, et c'est un pull que j'aime beaucoup. On va attaquer tout de suite avec la partie tricot. Alors, pour le tricot, donc comme j'ai commencé à vous dire en introduction, je tricote quand même beaucoup moins qu'avant, toujours à cause de mon épaule gauche qui est assez douloureuse. Ça s'est pas beaucoup arrangé depuis la dernière fois, mais bon, en même temps, j'ai un travail qui fait que je sollicite tout le temps mes bras et mes épaules, donc tant que je ne suis pas en congé, ça me paraît difficile de mettre mon épaule au repos pour la soulager. Donc voilà, tout ce que je peux faire, c'est limiter le tricot et attendre que ça passe. Voilà. Donc je tricote vraiment beaucoup moins. Là, ça doit faire 5 jours que j'ai pas touché mes aiguilles, par exemple, parce que en ce moment j'ai très mal. Il y a des moments où j'ai moins mal et où je tricote, mais je fais des sessions de tricot beaucoup plus courtes qu'avant. Avant, par exemple, un dimanche où je faisais rien, je pouvais très bien tricoter 2 heures d'affilée et puis encore 1 heure un peu plus tard. Là, c'est pas possible. Je tricote maximum 45 minutes et enfin, je peux pas faire plus. Ouais, c'est pas possible. Voilà, bref, c'est pas grave. J'ai quand même terminé quelque chose que je vais vous montrer tout de suite.
Donc ce sont des chaussettes, puisque l'avantage des chaussettes, c'est que c'est un plus petit projet et que du coup j'arrive à terminer un projet en pas trop de temps quand même, parce que si je me lance dans un pull, je sais que vu le peu de tricot que je fais en ce moment, il va me falloir des mois et des mois pour le terminer, donc c'est pas super motivant. Donc voilà, heureusement j'ai les chaussettes. Alors, je vous montre celle-ci. J'ai fait volontairement, j'ai mis celle-ci sur le bloqueur pour que vous voyez bien en fait la construction de la chaussette. Et j'ai laissé celle-ci comme ça parce que je voudrais vous montrer après le point en fait, le motif de dentelle. Alors, ce sont les chaussettes Liane de une maille de plus, Tiffen. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo une maille de plus. Et c'est son tout premier patron de chaussettes. Et elle le met à disposition gratuitement sur Ravelry. Ce sont des chaussettes qui se tricotent de la cheville vers la pointe avec des côtes. Alors moi j'ai fait des côtes 2-2, mais dans le patron ce sont des côtes 1-1, mais bon après ça c'est très facilement modifiable. Un motif de dentelle là sur le devant du pied, et après tout le reste c'est en jersey. Et un talon renforcé avec motif œil de perdrix, un petit talonnet et le gousset où on diminue pour retrouver le même nombre de mailles qu'on avait au niveau de la cheville. Et ensuite, une pointe tout à fait classique avec des diminutions fermées par un grafting. Voilà, c'est un patron qui n'est pas très compliqué. Pour moi, quelqu'un qui débute en chaussettes peut tout à fait s'en sortir. Les explications sont très claires, il n'y a vraiment aucune difficulté et la dentelle est vraiment simple. Je vous la montre mieux. Alors je vous la montre du coup à l'envers parce que là c'est la cheville, mais bon c'est pas très grave. Voilà, c'est une dentelle où on a des jetés et des diminutions, soit d'un côté soit de l'autre, donc soit deux mailles ensemble, soit GGT, encadré par voilà, une petite maille en vert, et après c'est du jersey. Donc vraiment au niveau du point, il n'y a rien de compliqué. C'est juste quand on débute en chaussettes, là où on peut parfois être un peu perdu, c'est le talon, hein, mais sinon c'est très simple. J'ai fait ces chaussettes en aiguille 2,25 comme d'habitude en Magic Loop, et moi je fais 60 mailles, et au niveau longueur je fais une pointure 39, je suis les dimensions données et ça marche très très bien. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur la construction des chaussettes. Mis à part qu'elles me vont très très bien au pied, le talon. Moi le talon renforcé, c'est vraiment ce que je préfère parce que je trouve qu'il emboîte très bien mon talon naturel. Et du coup on a cette partie renforcée où on glisse des mailles. Et après là on a des petits rangs raccourcis pour former le dessous. Et ensuite le gousset se fait avec juste des diminutions de part et d'autre en fait. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de technique compliquée, c'est juste que quand on n'a jamais fait de chaussettes, le talon, on le visualise pas très bien. Donc il faut juste suivre les explications, se laisser guider et ça marche. Alors j'ai utilisé pour cette paire de chaussettes, il me reste que ça, un demi-écheveau de Yarneline. Alors attendez, parce que donc, un demi-écheveau de Yarneline, donc j'avais commandé un écheveau de 100 grammes de ce coloris Romane qui fait partie de sa collection Les Exclusives. C'est une collection en fait où elle fait des coloris à speckles, comme ça, très nuancés. Vous voyez qu'il y a une base écrue là, naturelle, pas mal de nuances de rose et des petits speckles violets. Et en fait, j'avais séparé cet écheveau en deux et j'avais offert la moitié dans le cadre de mon concours des 3000 abonnés là sur YouTube. Et j'avais gardé 50 grammes pour me faire moi une paire de chaussettes. Voilà. Et donc j'ai eu assez pour faire cette paire et il me reste 1 gramme. Voilà, tout ce qui me reste. Alors moi j'utilise très souvent 50 grammes pour mes chaussettes, enfin en tout j'utilise 60 grammes pour faire une paire de chaussettes en principe, avec cette hauteur là. Et d'habitude je fais en contrastant, je fais les côtes, pointe et talons, mais quand je fais ça, je fais plutôt des talons après coup qui sont bien symétriques et je trouve ça joli en contrastant. J'aime moins quand il y a le talon renforcé, mettre le contrastant ici.
Donc là j'ai fait comme ça et c'est pour ça que j'ai utilisé vraiment l'intégralité de mes 50 grammes de coloris principal. Et là au niveau des côtes et de la pointe, j'ai utilisé celui-ci qui est un violet nuancé. C'était un mini de 20 grammes, j'en ai utilisé 7 grammes je crois. Non, alors, mince, je sais plus. Soit j'en ai utilisé 13 grammes et il me reste 7 grammes, je crois que c'est ça. J'ai utilisé 13 grammes, ben non c'est pas possible. Je dis une bêtise. Alors, heureusement, j'ai mes notes, donc ça sert à rien de prendre des notes si je ne les lis pas. Oui, j'ai utilisé 13 grammes et il me reste 7 grammes. Voilà, j'étais perdue. Et donc c'est toujours de la yarneline, c'était un mini de 20 grammes, coloris violet nuancé, et il était prévu pour aller avec. Voilà. Donc je suis très contente de ces chaussettes, les chaussettes Liane de une maille de plus, dont le patron est gratuit sur Ravelry. Voilà, voilà. Et c'est tout pour les projets terminés et on va donc maintenant passer aux encours. Alors en encours, j'ai toujours le pull que je vous ai montré la dernière fois. C'est un pull que je crée moi-même. Alors, que je le mette dans le bon sens, voilà, il est comme ça. Un pull que je crée moi-même, un pull raglan avec un point particulier dans le raglan. Alors attendez, je vais vous montrer ça mieux. Si je fais comme ça avec le fond blanc derrière, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est un point que j'avais déjà utilisé. Il n'est pas dans... Non, il n'est pas dans ce pull-là. Que j'avais déjà utilisé dans le pull Eri de Isabelle Kremer. Et dans d'autres designs aussi. C'est un point que j'aime beaucoup et depuis que je l'ai fait, je savais que je voulais un pull avec ce point dans les raglans. Et donc j'ai mis de chaque côté des petites mailles torse pour l'encadrer. Voilà, c'est un pull que je crée avec des écheveaux de Lily sur un fil qui m'ont été offerts par la marque en décembre. Il me semble que c'était en décembre. Et en fait, quand je les ai reçus, alors c'est moi qui ai choisi la couleur. La couleur, c'est aubergine. Dans sa base, l'île sock qui est du mérino nylon en fingering 425 mètres pour 100 grammes. Et donc, j'ai complètement craqué sur cette couleur. J'ai eu aucune hésitation quant à la couleur que j'allais choisir. C'est un très très beau violet sombre, très très beau quoi, que j'adore. Et en fait, quand je les ai reçus, j'avais pas d'idée de modèle particulier et je savais que je voulais faire quelque chose de spécial et donc je me disais que j'allais créer moi-même mon pull. Voilà. C'est pas, je ne le crée pas pour faire un patron, pour grader, pour vendre et tout. Pas du tout. Je le fais uniquement pour moi. En fait, je serais bien incapable de le décliner en plusieurs tailles et tout. Et je le fais vraiment en fonction de ce que j'aime moi, à ma taille, à moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de particulier sur ce pull? Donc, j'ai fait une encolure assez dégagée. Je l'ai un petit peu creusée devant, mais en fait, elle est déjà assez grande à la base. Alors évidemment, quand il y aura les côtes, ça va quand même resserrer un peu, mais elle est plutôt dégagée. Et surtout, je voulais des raglans qui ne partent pas du haut comme ça et qui soient très verticaux. Je voulais une couture raglan qui soit plus diagonale comme ça. Un peu comme... enfin souvent par exemple les pulls du commerce ou les patrons en couture ont des raglans beaucoup plus en diagonale comme ça que les patrons de pulls raglans en tricot ont vraiment des raglans qui pour moi partent un peu trop haut au niveau de l'épaule. Il se trouve que moi j'ai des épaules assez carrées et en fait si sur mon raglan j'ai pas assez de mailles dès le départ au niveau de l'épaule, bah, ça fait un peu bizarre sur moi, je trouve. Donc je voulais tester comme ça. J'ai fait une première fois quasiment jusqu'à la séparation et en fait ça ne me convenait pas. J'avais mal géré les augmentations pour creuser l'encolure. J'avais fait une petite erreur aussi au niveau du rythme des augmentations dans le raglan et du coup j'ai tout redéfait, j'ai tout recommencé et maintenant j'en suis là à une 15,
ouais, une quinzaine de centimètres sous l'emmanchure. Et du coup là, quand j'ai rejoint en fait sous l'emmanchure, j'ai continué mon motif et j'ai rajouté des côtes torse au milieu. Voilà, donc maintenant c'est vraiment zéro cerveau, il y a juste le motif sur le côté pour rythmer un peu. Mais comme je vous dis, comme je fais de très courtes sessions de tricot, en fait quand je prends ce pull et que je fais que 45 minutes de tricot, ben, en gros je fais 4 ans quoi. Donc j'ai l'impression de pas du tout avancer, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, je prends mon temps. L'idée là c'est de finir le corps, de faire l'encolure pour quand même être sûr qu'au niveau de l'encolure ça va aller avec les côtes. Enfin là je l'ai déjà essayé et enfin, ça va, mais je sais que quand je vais rajouter les côtes ça va quand même modifier un peu le tombé de l'encolure, donc faut que je vois. Et à la fin je ferai mes manches droites sans diminution. Et au niveau des poignets, je mettrai le motif du pull Milady de Marie-Christine Lévesque, dont j'ai le patron, mais en fait c'est un pull avec un col montant, vraiment montant, en fait un petit col avec un motif particulier hyper joli, mais moi je peux pas porter de col comme ça, j'ai la sensation d'étouffer, ça me convient pas du tout, ce qui est très dommage parce que c'est quand même une des originalités de ce pull, mais bon voilà, il y a vraiment des poignets particuliers que j'aime beaucoup et je voulais les faire, donc je les mettrai sur ce pull. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce projet-là. Donc c'est un projet qui prend son temps, mais qui finira bien par arriver au bout. Et bah, j'espère l'avoir pour la rentrée de septembre, ce serait pas mal. Voilà, je vais voir pendant les vacances, je pense que je pourrais l'avancer tranquillement. Parce que du coup, je pourrais beaucoup plus facilement faire plusieurs sessions de 30-45 minutes dans la journée. Et je pense que j'aurai la sensation d'avancer un peu plus vite. Voilà, voilà. Deuxième encours, et j'en ai que deux, hein. Tous les autres encours, ils sont dans le fond du placard, je n'y ai pas du tout touché et je n'y retoucherai pas pour le moment. Mais je ne pouvais pas rester sans chaussettes sur mes aiguilles, donc c'est reparti. J'ai monté une nouvelle paire de chaussettes très colorées, n'est-ce pas? Ça me ressemble pas tellement, mais j'avais très envie d'un truc un peu fun. Et donc j'ai sorti une pelote de Regia. Alors là, ce qu'on voit pas, là c'est un 4. Je me risquerai pas à prononcer ce mot. Je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc je vous laisse lire. Et c'est une laine à chaussettes. Alors au niveau composition, est-ce que je vais trouver? C'est 75% laine vierge et 25% polyamide. C'est une pelote qui fait 100 grammes et 420 mètres. Et le coloris, c'est 03 726. Farbe en allemand, ça veut dire couleur, ça je sais. Enfin, je crois savoir et j'espère que je dis pas une grosse ânerie. Donc la pelote se présente comme ça. Et elle m'avait été envoyée pendant les vœux les nœuds, alors pas de cette année parce que j'ai pas participé, enfin pas de Noël dernier là, mais de 2019 par Laïla Cookie la guerrière, à qui je fais de gros bisous et que je remercie encore. Et bah voilà, il était temps que je l'utilise. Il se trouve que Laïla organise un cal chaussettes pendant toute l'année 2021. Elle avait déjà fait l'année dernière et même l'année d'avant. C'est le cal Crazy Socks. Donc cette année, c'est Crazy Socks 2021. Et il y a des thèmes en fait tous les 2 mois. Donc il y avait janvier, février, mars, avril et là mai, juin. Et le thème c'était les couleurs de l'arc-en-ciel, donc il fallait tricoter une ou plusieurs couleurs de l'arc-en-ciel et je trouvais que ça marchait quand même pas mal cette pelote là. Enfin du coup ici ça me faisait vraiment penser à l'arc-en-ciel, là comme ça un peu moins, mais bon ça marche quand même. Seulement on est déjà oui j'ai pas dit, on est lundi 28 juin. Et c'est ma première, c'est juste la première chaussette, donc je l'aurais pas fini le 30 juin, la paire, c'est sûr et certain. Déjà, je pense même pas avoir fini la première chaussette pour le 30 juin, vu que ça fait 4 jours que j'y ai pas touché, que je n'ai pas touché à mes aiguilles. Mais c'est pas très grave, je trouvais ça sympa de faire quand même ces chaussettes, d'essayer de les faire rentrer dans un thème de son cal, même si dans les faits, je ne pourrais pas les valider. Mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je vais faire un tube tout simple, si c'est ça que je voulais dire.
Je n'avais... en fait, j'ai pas beaucoup de laine à chaussettes unie. J'ai quelques écheveaux très colorés de laine teinte main avec des speckles et tout que j'aime bien prendre pour les chaussettes. J'ai des pelotes autorayantes comme ça un peu fun. Mais en uni, j'ai pas grand chose. Du coup, je suis allée taper dans mes restes et j'avais ça qui est de la vilaine qualité chaussette. Donc c'est de la fingering, pareil, 100 grammes, 425 mètres. Et le coloris, c'est dévorer des abricots. Et donc c'est orange avec des taches orange foncé, des taches un peu brun-violet, là, comme ça. Voilà, donc c'est assez sympa. Et au final, c'est ce qui allait le mieux avec. Alors, ça ne va pas avec le premier, enfin, c'est pas le même orange que le premier, mais par contre, il y a un orange plus clair ici, jaune orangé, et c'est quasiment la même teinte. Donc voilà, je trouvais ça pas mal. Alors, je fais juste un tube en fait. Je vais faire un tube en jersey tout simple. J'ai commencé par le haut avec un German Twisted Caston. J'ai fait des côtes 2-2 comme d'habitude. Là, je fais un tube en jersey. Je vais aller jusque, je sais pas, je vais faire, je pense, 25 grammes de laine. Après, je ferai une pointe dans ce coloris-là. Et à la fin, je viendrai insérer un talon après coup. Voilà. Donc c'est ce que je fais tout le temps avec des laines autorayantes, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, je trouve. Et ça permet de bien gérer aussi à quel moment, en fait, je commence ma... Là, j'ai commencé, donc moi, par l'extérieur de la pelote. Je prends toujours le fil extérieur, je ne prends pas l'intérieur. Et donc ça commence par du turquoise, du orange et du turquoise. Et du coup, je défile, je défile, je défile. Et j'essaierai de m'arrêter. Donc vous voyez là, l'algorithme, la séquence en fait, elle fait tout ça et elle va jusqu'à là. Et c'est à partir de là qu'on reprend turquoise, orange, turquoise, etc. etc. Donc ça fait quand même pas mal. Donc là, normalement, je vais pouvoir faire une fois, deux fois. Je pense pas pouvoir faire une troisième fois entière, donc je ferai peut-être que la moitié. Et après, je déroulerai mon fil jusqu'à retomber sur ce turquoise là pour recommencer la deuxième chaussette identique. Parce que oui, moi je ne porte que des chaussettes 100% identiques. Je n'aime pas quand c'est pas pareil. Voilà. Et je fais un gros coucou aux autres psychorigides des chaussettes identiques. Voilà. Qui se reconnaîtront. Donc ça c'est un petit projet hyper sympa qui avance, enfin voilà, qui me donne la sensation d'avancer beaucoup plus vite que sur un pull puisque j'ai 60 mailles sur mes aiguilles, donc un rang est beaucoup plus court que sur un pull où on a 200 et quelques mailles sur le corps. Voilà pour les encours. Et donc la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est une laine qui est arrivée récemment. Alors, cette année, j'ai été assez raisonnable au niveau des achats. Là, il n'y a pas grand-chose qui est entré dans mon stage. Alors, il n'y a pas grand-chose qui en sort non plus, du coup, à cause de mon faible rythme au niveau vitesse de tricot. Mais voilà, je suis beaucoup moins tentée. Alors, je vois passer plein de trucs. Instagram, hein, de toute façon, on est toujours hyper tenté sur Instagram. Que ce soit par les stories ou les posts des copines ou des teinturières. Enfin voilà, on trouve toujours de quoi être tenté. Mais je me raisonne beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a aucun salon, aucun événement. Du coup, j'ai pas la laine physiquement devant les yeux. C'est beaucoup plus simple de résister à distance. C'est vrai que j'aime pas énormément commander sans avoir déjà vu en fait les coloris. Donc ça limite. Mais je vous avais déjà expliqué la dernière fois, en fait, j'ai eu des soucis dentaires et le dentiste pour moi c'est un gros problème. C'est une vraie phobie. Les médecins en règle générale, je suis pas à l'aise et c'est d'ailleurs pour ça que mon petit souci à l'épaule traîne, c'est parce que je vais pas chez le médecin parce que je déteste ça en fait. Il faut vraiment que je sois à l'agonie pour aller chez le médecin. Et là je suis pas tout à fait à l'agonie, j'arrive encore à gérer, même si parfois c'est un peu limite. Bref, tout ça pour dire que il a fallu quelque chose pour me changer les idées quand j'avais des rendez-vous chez le dentiste. En fait, moi, je peux être assez angoissée et ne pas dormir quand j'ai des angoisses de choses qui vont arriver dans les prochaines semaines ou prochains jours. Et quand j'ai pris mon premier rendez-vous chez le dentiste, tant qu'il n'était pas passé, en fait, j'étais dans une angoisse absolue.
Et pour éviter de penser au futur rendez-vous, du coup, j'ai commencé à me dire que j'allais me faire une petite commande plaisir après ce rendez-vous difficile. Et j'avais plusieurs pistes de commandes, donc je ne savais pas si j'allais aller vers du tissu qui me faisait très envie, sur de la laine qui me faisait très envie, sur complètement autre chose, des livres de pâtisserie par exemple, etc. Bon. Donc voilà, je voulais quelque chose un peu pour marquer le coup, et le fait que j'hésite entre beaucoup de choses, et ben en fait ça me permettait de penser à ça. Je pensais pas à qu'est-ce qui va se passer pendant le rendez-vous, mais qu'est-ce que je vais choisir après mon rendez-vous en fait. Et du coup ça me permettait d'être concentrée sur autre chose et de pas avoir trop d'insomnie et pas trop d'angoisse. Donc c'était pas mal. Et j'ai jeté mon dévolu sur de la laine. Alors si je vous montre ça, vous n'allez pas savoir, mais je trouve la carte trop jolie. En fait, tout le paquet était trop beau. C'est un univers qui me... Cette teinturière a un univers qui me fascine en fait depuis que j'ai commencé à tricoter. Ouais, je vous montre un peu parce que je parle et je vous montre rien. Et je pense qu'il y a un petit peu de frustration qui pourrait apparaître derrière votre écran là. Donc voilà. Hein, je montre un peu, mais je continue à parler. Cette teinturière a un univers qui me fascine depuis que j'ai découvert le tricot un peu moderne, les teinturières indépendantes et tout et tout. Mais c'est quelqu'un qu'on ne voit pas sur les salons, donc j'avais jamais trop vu ces laines en vrai. J'avais déjà vu une fois dans une boutique, mais très rapidement, et bon voilà, c'était mes tout débuts en tricot, et du coup je me voyais pas consacrer un budget pour des écheveaux teints à la main comme ça. Et depuis, en fait, à chaque fois que je vois passer ces laines, je suis complètement en admiration. Seulement, elle a énormément de coloris différents, et je ne savais pas lequel choisir, mais je savais que ce serait ça en fait. Je parle donc de Tôt le matin yarn. Donc c'est Lauriane, la teinturière qui se cache derrière cette marque. Et c'est une marque où on trouve beaucoup de coloris à speckles comme ça. Alors c'est des speckles que je dirais légers, même s'il y en a, enfin voilà, il y en a quand même pas mal, mais c'est pas, il n'y a pas 50 milliards de couleurs, c'est vraiment des taches qui restent assez discrètes. Et notamment, elle a pas mal de roses, de coloris naturels avec des speckles roses. J'ai eu beaucoup de mal à me décider, et j'ai craqué pour son coloris Lady. Sur sa base sock, donc 75% mérino, 25% nylon. Et en fait, je me suis décidée depuis quelques temps à n'acheter plus que de la sock, parce que j'ai des restes de mes premiers pulls en laine teinte main, des restes d'une vingtaine de grammes d'un écheveau, mais ils sont tous en 100% mérino superwash, il n'y a pas de nylon dedans. Du coup, j'ai du mal à les mettre dans des chaussettes, et je ne fais pas de pull de reste, je ne fais pas de châle de reste, etc., etc. Alors après, j'ai réussi à en envoyer pas mal pendant les vœux ou des échanges ou des choses comme ça. Donc je n'ai pas trop, enfin j'ai pas un énorme stock de reste. Mais maintenant que je fais beaucoup de chaussettes, je me dis que quitte à avoir un reste d'une vingtaine, 15-20 grammes, autant l'avoir en laine à chaussettes, parce que ça, je sais que je pourrais m'en servir. Donc voilà, je ne sais pas si on voit très bien, c'est une base naturelle et crue avec un petit peu de nuances rose pâle et des speckles fuchsia, des speckles un petit peu jaune orangé qu'on voit un petit peu ici. Il y a un tout petit peu de speckles un peu plus foncé brun comme ça, mais un tout petit peu. Enfin voilà, c'est un travail juste magnifique. Je les regarde, je peux pas m'empêcher de les admirer en fait, ils sont trop beaux. Limite, j'ai même pas envie de les tricoter tellement je peux les regarder comme ça, et voilà. Mais j'ai quand même un projet prévu pour eux, puisque ce nom Lady m'a tout de suite fait penser aux ladies de Triple L de Magdalena. Ça fait longtemps que j'ai pas testé pour elle, je teste plus parce que franchement je peux pas tenir un délai de test en tricotant aussi peu. Seulement là récemment, le dernier design qu'elle a sorti, je crois que c'est le dernier qui est sorti, c'est le Lady Queen.
qui est un pull en fait assez simple, mais avec beaucoup de jersey, et du coup je pense que pour des speckles comme ça, c'est quand même l'idéal, mais avec un petit motif devant et dans les raglans, qui est repris sur le bas des manches, sur le bas du corps, sur les côtés. Et c'est un design que j'aimais beaucoup, que j'aurais aimé tester, mais que je ne pouvais pas. Et du coup, je vais tricoter celui-ci dans ce coloris-là, et je pense que ça va être très très beau. J'apporterai sûrement une petite modification sur le motif devant, mais vous verrez ça prochainement, un jour peut-être, on verra quand je tricoterai un peu plus. Voilà pour cette magnifique entrée dans mon stage. Je suis désolée de ne pas réussir à arrêter de vous les montrer, mais je les adore. Enfin franchement, voilà, je les aime beaucoup, 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 et je suis très 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 contente d'avoir choisi ça. J'avais d'autres pistes, mais en fait, c'était vraiment ça qu'il me fallait. Je suis très heureuse d'avoir ces écheveaux et de les tricoter prochainement. Alors, on va s'arrêter là pour la partie tricot, et je vous retrouve très très vite pour la partie couture. Alors, c'est parti pour la partie couture. Donc, j'ai une grosse pile derrière moi là, et on va prendre la première partie qui va jusque là. Alors ça, je vais passer quand même relativement vite sur tout ça, puisque ce sont des patrons que vous connaissez déjà. J'en ai parlé en long, en large et en travers, et c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Donc déjà, j'ai cousu 3 nouveaux t-shirts plantain. Alors le plantain, c'est ce modèle de Direndo. C'est un modèle de t-shirt qui est gratuit, qu'on peut retrouver. En fait, il faut créer un compte sur le site internet, et on peut le télécharger gratuitement. Moi, c'est la nouvelle version, alors qu'il y a déjà quelques années, hein, mais en fait, il y a une version très ancienne qui avait été retravaillée. Donc ça, c'est la version la plus récente. Vous voyez en fait que le t-shirt est assez évasé au niveau des hanches. Moi, je le coupe un petit peu plus droit, c'est-à-dire que j'ai replié les bords en fait de mon patron pour qu'il soit un peu... Alors, il est quand même un petit peu évasé, mais beaucoup moins, parce que j'ai pas tellement de hanches, donc j'ai pas besoin d'avoir de la place à cet endroit-là. Je le couds en taille 40 selon le tableau des mensurations, et il tombe très bien sur moi. Ce que j'aime dans ce patron, donc moi je fais toujours la version manche courte, c'est son encolure bien dégagée qui tombe correctement sur moi. Voilà. Alors j'en ai cousu 3. Alors, le premier c'est celui-ci. Donc dans un jersey de coton, coton élastane, que j'ai acheté à Pauline de la mercerie La Rochelle. Alors je ne l'ai pas acheté directement sur place, mais je lui avais commandé, si je me souviens bien, hein. Ouais, c'est pas celui-là que j'avais ramené de mon séjour à La Rochelle d'il y a quelques années. En fait, elle n'a pas de site internet, mais elle a un compte Instagram où elle présente très souvent les nouveaux tissus qu'elle reçoit, et les laines aussi. Ainsi que les kits de broderie, la mercerie, tout ça. Donc faut pas hésiter, en fait, si vous voyez passer sur son compte quelque chose qui vous intéresse, faut pas hésiter à la contacter en message privé sur Instagram, et elle vous donnera les infos, et vous pourrez commander. Voilà. Donc ça, c'est voilà, un super joli tissu, fond bleu avec des petits pois, mais plutôt un peu grainerie blanc, et des jolies fleurs roses et un petit peu moutarde, voilà. Que j'aime beaucoup. Le tissu est très très doux, il est hyper agréable à porter. Je suis ravie de cette version là, et je l'ai déjà pas mal porté, puisque là il fait pas extrêmement chaud, mais il fait suffisamment chaud pour se mettre en t-shirt l'après-midi. J'ai fait une deuxième version. Et là, le tissu est un petit peu différent de ce que j'utilise d'habitude. Donc c'est un tissu qui vient de chez Drezovka, vous savez, mon site polonais que j'aime beaucoup, qui fait de très beaux imprimés sur des tissus jersey ou French Terry pour les sweats. Alors il y a beaucoup d'imprimés enfants, mais je trouve aussi toujours mon bonheur. Il y a des imprimés qui peuvent faire même homme, je veux dire plus que bébé garçon quoi. Et des imprimés pour femmes, il y a beaucoup de choses fleuries et tout, enfin j'aime beaucoup.
Et là, j'ai voulu tester parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous mes t-shirts, parce qu'on a quand même eu une grosse vague de chaleur, enfin une grosse vague de chaleur, une vague de chaleur en Île-de-France. Ici, quand il fait entre 30 et 35 degrés, c'est quand même difficilement supportable, hein. Quand on est sur la côte, au bord de la mer, quand il fait 30 degrés, c'est très agréable parce qu'il y a un peu d'air et tout, c'est respirable. Ici, avec la pollution et tout, 30-35, c'est juste l'enfer. Et tous mes t-shirts, en fait, sont dans des jerseys de coton élastane qui sont quand même relativement épais. Et donc, ils peuvent tenir un peu chaud quand il fait comme ça des grosses températures estivales. Et là, en fait, sur Drezovka, ils ont une deuxième qualité de jersey. Alors, je ne sais pas si vous allez trop vous rendre compte, qui est plus fine. Et par contre, c'est du 100% coton, il n'y a pas du tout d'élastane. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, ce tissu, il fait 120 grammes au mètre carré. Alors que, par exemple, le tissu que je vais vous montrer après, qui est leur qualité jersey de coton élastane, fait 210, ouais, 210 grammes au mètre carré. La plupart des tissus que j'achète en jersey font autour de 200 grammes au mètre carré. Et donc celui-là, 120, c'est vraiment beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. J'avais un peu peur que ce soit transparent, mais non, ça ne l'est pas. Vous voyez, vous ne me voyez pas à travers. Donc c'est parfait. Et c'est juste que comme il n'y a pas d'élastane, alors c'est quand même, il y a de l'élasticité, mais un peu moins. Et surtout, ça se remet moins en place en fait. Donc j'avais un peu peur pour l'assemblage de la bande d'encolure. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai rajouté un petit peu, alors la bande d'encolure, je la coupe au pli et j'ai rajouté à la louche, ça doit correspondre à 3 cm au pli. Donc en tout, j'ai dû rajouter 6 cm, je pense, sur ma bande d'encolure. Et j'ai fait attention, quand je l'ai assemblé, à pas du tout tirer le tissu du t-shirt et de tirer que vraiment la bande d'encolure, voilà, pour pas étirer vraiment l'encolure en elle-même. Et ça va, ça s'est très bien passé. Et vraiment, je l'ai mis le dernier jour là, de chaleur, quand il faisait genre 28 degrés, mais lourd, avant qu'il y ait de l'orage. Et ben c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus léger que les autres t-shirts que j'ai. Donc j'ai d'autres tissus comme ça de chez Drezovka, dans d'autres imprimés aussi très fleuris. Vous voyez, celui-là, je l'adore. Je trouve qu'il fait un peu peinture, quoi, aquarelle. J'aime trop, enfin vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Et bah, j'en ai d'autres comme ça, je dois en avoir 4 autres motifs comme ça. Donc je pense que ça, vous allez en revoir pendant l'été. Voilà. Et puis bah, comme d'habitude, ourlet à l'aiguille double, je sais pas si on voit bien, aux manches et en bas du corps, et je surpique pas l'encolure parce que une fois que c'est repassé, en fait l'encolure elle reste très bien plaquée comme ça. Donc voilà pour ce deuxième plantain. Et enfin j'en ai un troisième dans ce tissu là. Je vais le déplier pour que vous voyez les jolis guépards, panthères, je ne sais pas, jaguar peut-être, je ne sais pas ce que c'est comme animal. J'aurais tendance à dire guépard ou peut-être jaguar. Bref, c'est pas le sujet de cette chaîne YouTube, hein. On ne parle pas animaux ici, heureusement parce que j'y connais pas grand chose, mais c'est vraiment un motif que j'adore. Voilà, que j'adore et que j'ai choisi avec mon fils Valentin, le plus jeune des deux, celui qui va avoir très prochainement 10 ans. Et en fait, bah moi à chaque fois j'achète des tissus fleuris pour moi, des tissus qui font plus masculin pour les enfants. Et à chaque fois j'ai des chutes, bah je peux pas en faire grand chose. Parce que j'ai pas de petite fille. Alors des fois j'arrive à gâter des petites filles de mon entourage, mais bon voilà. Voilà, j'utilise pas toutes mes chutes en gros de jersey. Et là j'ai vu ce tissu, je savais que c'était le genre d'imprimé un peu chargé qui pouvait convenir à Valentin. Et moi tout ce qui est un peu tropical, jungle et tout, j'adore. Et j'aime bien aussi les félins. Voilà. J'aime pas trop les animaux en règle générale, mais je trouve les félins beaux. Voilà. Après je dis pas que, que j'aime particulièrement ça, mais je les trouve beaux. Et du coup c'est un motif que j'aimais bien. Donc c'est le jersey avec élastane. Donc vous allez, voilà, vous voyez tout de suite qu'il y a plus d'élasticité et que ça revient très bien. Donc c'est la qualité avec élastane de chez Drezovka toujours. Et c'est
un tissu qui est très très doux, très agréable à porter et qui reste assez frais malgré tout. Il est quand même un peu moins épais que d'autres jerseys, que les jerseys de Glitzer Puppy, je crois, sont un peu plus épais. Il est très agréable. Donc, j'ai fait mon plantain pour moi, je ne vais pas vous en parler pendant des heures. J'ai fait un t-shirt pour Valentin. Voilà, donc c'est le t-shirt, toujours le même, de ce magazine Autobré 3 2017. Et c'est le modèle 2-in-1. J'ai gardé la page exprès, bon, je vous l'ai déjà montré. Qui peut en fait se faire avec capuche ou avec des découpes pour utiliser des chutes de jersey, etc. Moi, je l'ai simplifié au maximum. Et je l'ai en taille 128, mais j'arrive à m'y retrouver pour rallonger un peu, mettre un tout petit peu plus de marge sur les côtés, pour que ça fasse une taille 134 en largeur, 140 en hauteur. C'est ce qui convient à mes enfants pour l'instant, aux deux en fait, aussi bien à Valentin qu'à Hugo. Mais je pense que Hugo va bientôt passer à la taille supérieure. Bref. Et j'avais pris en tout 1,50 m de ce jersey. Donc j'ai casé un t-shirt en taille 40 pour moi, un t-shirt en l'équivalent d'une taille 8-10 ans pour Valentin. Et il me restait un petit bout. J'ai coupé un boxer pour Hugo. Le boxer que j'utilise pour les garçons, c'est celui-ci, c'est le caleçon boy de Mademoiselle Malabar. Alors il est coupé mais je ne l'ai pas encore cousu. En revanche, pour la fête des pères, j'ai voulu couper un boxer pour mon mari. Donc le voilà. Et comme le caleçon boy de Mademoiselle Malabar me convenait très bien, je me suis dit que j'allais prendre son caleçon papa. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Caleçon de papa. Alors j'ai pas le visuel comme celui des enfants, j'ai juste ça là, le patron, voilà. Caleçon de papa qui va de la taille S à la taille XL. Et juste ce que j'avais pas vu, c'est que donc sur celui-ci, on a donc deux pièces devant, deux pièces devant côté. Les coutures sont là, sur les côtés. Et devant, derrière, c'est une pièce entière pour le dos, coupée, enfin pour les fesses, là, coupée au pli. Donc les coutures sont bien sur les côtés. Ce qui me paraît assez logique et ce qui correspond aux caleçons, enfin aux boxers qu'on trouve dans le commerce. En tout cas, ceux de mon mari et ceux de mes enfants sont comme ça. Là, alors il faut que je retrouve la bonne page. La bonne page. C'est... Voilà. En fait, les coutures se trouvent derrière, au milieu des fesses. On a des pièces côté qui font le devant et qui reviennent, qui se replient comme ça à moitié sur le côté. Ça fait quand même des coutures verticales comme ça sur les fesses. Je trouve ça assez étrange. J'étais du coup un peu dubitative quand je me suis mise à le coudre. Si vous voulez, voilà. Peut-être ça va plus vous parler comme ça. On a les pièces devant comme ça là, qui viennent se mettre ici. Ça c'est le devant. Et en fait la pièce continue et se replie derrière comme ça. Et la partie qu'on coupe au dos, elle est seulement large comme ça. Donc on l'a en miroir ici. Ça fait quand même, ça recouvre pas les fesses, quoi. J'espère que ce que je dis est à peu près clair. Du coup j'étais un peu dubitative et surtout il n'y a pas de tableau de taille chez Mademoiselle Malabar, en tout cas pour ce patron là. Il n'y a pas de tableau de taille parce qu'elle dit dans un avant-propos que quand elle donne un tableau de taille, en fait il y a toujours des gens qui sont mécontents et qui trouvent que ils ont choisi la taille qui correspond à leur mesure dans le tableau et c'est trop grand ou c'est trop petit ou c'est ceci ou c'est cela et ça va pas. Et du coup là elle donne taille S, taille M, taille L, taille XL et en gros cousez la taille que vous faites dans le commerce et ça va aller. Bon, alors moi j'aime pas trop faire comme ça du tout, j'aime bien quand même avoir un tableau. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais mesurer. Mais seulement comment je fais pour mesurer par rapport à je voulais prendre un caleçon, un boxer qu'il avait du commerce, mais j'ai pas pu mesurer puisque les pièces, c'est pas hop jusqu'au côté en fait. Sinon j'aurais pris par exemple la partie dos, la partie fesse qui est la plus simple en fait à mesurer vu qu'elle se fait au pli, elle se coupe au pli.
Seulement, non, je ne pouvais pas mesurer ça, ça marchait pas, ça correspondait pas à ce que mon mari avait comme boxer du commerce. Tous ces boxers, quelles que soient les marques, ont des coutures sur le côté. Donc j'étais un petit peu embêtée, j'ai imprimé mes trucs, j'ai essayé de mesurer ce que ça pouvait donner un tour entier. Et ça me paraissait très très grand. Du coup j'ai cousu la taille M, alors que dans le commerce c'est pas sa taille, il ferait plutôt du L, voire même du XL. J'ai cousu du M. Et par contre au niveau de l'élastique, là elle donne des mesures, c'est-à-dire si vous avez choisi la taille M, il vous faut un élastique de tant de longueur, si vous avez choisi la taille L, tant de longueur. Et pour l'élastique par contre j'ai pas suivi son tableau, j'ai mesuré sur ses boxers à lui. Voilà. Et j'ai fait et du coup ça correspond pas du tout à la taille M. La longueur ça correspond plutôt à la taille L, peut-être un tout petit peu plus grand que la taille L. Donc j'étais complètement perdue en fait, je me suis dit bah tant pis, je vais y aller comme ça et puis je verrai bien, mais je risque de gâcher mon tissu et je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment qu'il ait son boxer dans ce tissu là pour qu'on ait chacun un truc dans ce tissu là, voilà, pour une fois qu'on peut tous mettre le même tissu, c'est quand même sympa. D'ailleurs vous voyez que là c'est vraiment les chutes puisque j'ai pas du tout pu faire de raccord, j'ai 2 fois la partie dos du félin, que je ne sais toujours pas si c'est un jaguar, un guépard, un léopard. Enfin voilà, du coup c'est... J'ai pas fait de raccord, mais c'est pas très grave, hein. C'est un boxer et personne va aller... Et vous voyez que là, la couture, du coup, elle se fait là et que au niveau raccord, on n'est pas bien du tout. Bref, c'est pas très grave. Toujours est-il que je l'ai fait, je suis partie comme ça, et au final, la taille est bonne. Donc j'ai bien fait quand même de mesurer comme je pouvais sur le patron, parce que sinon je serais partie sur le L, et ça aurait été trop grand. Donc la taille est bonne, donc ça je suis contente. J'ai quand même eu des soucis au niveau de l'assemblage, il faut que je vous montre. En fait les pièces coïncident pas très très bien. Et je suis sûre d'avoir bien imprimé mon patron, j'ai bien revérifié et tout. On a des crans là sur le côté pour assembler le dos à la pièce de côté là qui revient dessus. Mais si je les mets côte à côte, vous allez tout de suite voir que mon cran C, si je le fais correspondre, le cran D ça va pas du tout. Et ma pièce est beaucoup plus grande, donc il y a un souci. Donc je me suis retrouvée avec des pièces plus longues, soit en bas, soit en haut. Il a fallu que je me débrouille, que je rogne au passage à la surjeteuse pour comment on dit, aligner tout ça. Je trouve ça étrange en fait. Enfin pour moi, je vois pas comment j'aurais pu faire pour faire coïncider ces marques. C'est pas possible. C'est pas un endroit où on est censé étirer une partie, hein, pas du tout. C'est une couture verticale. Qui est censé correspondre, sachant que par exemple là où il y a l'écran A et B, si je vous mets c'est ici A et B, si je vous mets ça, alors est-ce que je vais réussir, vous voyez que là l'écran c'est bon, ça correspond. Donc je vois pas pourquoi là sur une couture arrondie ça correspond, alors que c'est moins facile normalement avec les pièces comme ça de faire correspondre, et sur une couture droite ça correspond pas. Donc il y a un souci pour moi avec cette pièce là. Je crois que du coup, si je me souviens bien, j'ai raccourci en bas en fait ici, parce que je trouvais que de toute façon les jambes étaient un peu grandes. Donc j'ai raccourci en bas, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Je sais plus pourquoi, enfin du coup j'ai dû me réadapter à un autre endroit. Bon, bref, c'est pas grave. Je me suis débrouillée comme ça. Donc je suis pas hyper satisfaite de ce modèle de caleçon là, mais et du coup c'est bien que je vous en parle plus tard, parce que mon mari l'a porté une journée classique où il part au travail et tout, donc où il bouge, il prend la voiture, il marche, etc., etc. Et en fait il l'a trouvé mais hyper agréable à porter. Alors, l'élastique en haut, par contre, c'est détendu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je ne sais pas si c'est très... Si, ça se voit peut-être plus en bas. L'élastique en haut, c'est détendu et pourtant, il n'est pas serré. Hein. L'élastique n'est pas serré et il me dit que non, c'est pile ce qu'il faut. C'est ni serré ni lâche, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi l'élastique... Si c'est dû à la qualité de l'élastique, je ne sais pas. C'est un élastique que j'ai pris aussi chez Drezovka. Après c'est pas spécifiquement un élastique à lingerie, mais je trouvais pas la largeur que je voulais dans les élastiques lingerie en fait. Voilà. Et sinon en bas, comme d'habitude, ourlet à l'aiguille double. Ici j'ai posé mon élastique
au point zigzag, ce qui se voit à l'intérieur, mais ce qui ne se voit pas à l'extérieur, puisqu'on est sur du noir. Voilà. Donc en fait, je suis partagée parce que moi, le patron, je ne l'ai pas trouvé bien pour les raisons que je vous ai indiquées. Mais en même temps, au porté, mon mari, il en est ultra méga satisfait et il m'en a demandé d'autres. Donc est-ce que je vais aller m'embêter à acheter un autre patron alors que celui-là convient finalement? Ben, je sais pas. On verra. On verra. Donc voilà pour les patrons sur lesquels je n'avais pas prévu de passer beaucoup de temps. Désolée, j'ai quand même été très bavarde. Et là, je vais rentrer sur des choses qui vont demander un peu plus de blabla et d'explications. J'espère que ça va pas trop être interminable quand même. Alors, ensuite, on va passer à une jupe. Oui, je ne couds pas que des t-shirts et des sweats. Il m'arrive de coudre quelques jupes. Alors, celle-ci, c'est une jupe portefeuille. Je ne peux pas vous montrer le patron puisque ce n'est pas un patron à proprement parler. C'est un tuto que Julie du compte Ateliers Villa a proposé de coudre en live avec elle un dimanche après-midi sur le compte Instagram du site imake.com. Donc je vous mettrai en bas, hein, c'est i-make-com, le compte Instagram. Et voilà, elle a fait un live comme ça où elle nous avait donné à l'avance les pièces de patron, sachant que ce ne sont que des rectangles à couper. Hein, donc on avait les dimensions, on avait coupé nos rectangles, on les avait surfilés, on avait thermocollé ce qui allait être la ceinture, etc. Donc tout ça c'était préparé. Et après, il y avait normalement 1 heure de live où on cousait. En fait, elle nous montrait quelle couture il fallait faire, on le faisait en même temps, on repassait en même temps, etc. etc. Finalement, 1 heure s'est transformée en 2 heures. Puisque évidemment, même si ce ne sont que des coutures droites, ça prend quand même un peu de temps. Puis le fait de devoir repasser entre chaque étape et tout. Et elle donnait des explications le temps que nous, on puisse coudre. Mais c'était quelque chose de très sympa. J'avais jamais suivi de live couture comme ça. Et c'était vraiment sympa. Parce qu'en même temps, bah, ça te pousse à suivre le rythme. Et puis, sachant que c'est pas très grave si à un moment on décroche. Puisque le live est en replay après, en IGTV. Et du coup, voilà, si on a décroché, bah, c'est pas grave, on continue à suivre le live pour entendre les explications. Et puis, on finira plus tard. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce qui s'est passé. La première heure, ça allait, j'étais bien. Et puis après, il y a eu l'histoire des liens. Et puis bon, là, j'ai décroché. Mais j'ai fait tranquillement mes liens pendant que j'écoutais la suite du live. Et comme ça, j'ai pu finir après. Voilà, alors, donc, il y avait 3 panneaux rectangulaires pour la jupe en elle-même. Donc 2 panneaux devant, comme ça, un peu moins. Donc ça, la couture est là. La couture est ici. Donc 2 panneaux comme ça, et un panneau plus grand pour le dos. Donc c'est des rectangles qu'il fallait juste assembler un moins large pour le devant, le dos et un moins large pour l'autre devant et comme ça, hop, ça se rejoint comme ça. Donc des coutures droites très simples. On faisait un petit tourlet là sur les bords, ici, là, de chaque côté, en fait là et là. Devant, dos au milieu et on faisait les ourlets sur les bords. Après, il fallait froncer tout le haut. Donc ça, c'est un petit peu long. Elle nous a conseillé de froncer panneau par panneau. Alors, c'était déjà assemblé, donc ce que j'ai trouvé finalement pas très simple. Je me demande si j'aurais pas pu froncer avant d'assembler, mais bon. En même temps, non, puisqu'il faut se baser sur des repères qu'on a le long de la ceinture qui n'est qu'en une pièce. Donc non, ça marche pas. Donc bref, froncer et répartir les fronces, et puis il y a pas mal de fronces quoi, sur toute cette longueur-là. Ça en fait pas mal. Après, il fallait s'occuper des liens, je crois, ou de la ceinture, je sais plus. Alors les liens, donc il y a un très grand lien d'un côté, puisque c'est celui qui va passer dans le dos en fait pour rejoindre l'autre. Un plus petit lien de l'autre côté. Et donc ça, ce sont de très grands rectangles, en fait, qu'on va plier. Donc les rectangles comme ça, on les replie sur eux-mêmes sur toute cette longueur-là, on les assemble endroit contre endroit et après il faut retourner. Alors moi j'ai pas eu de souci à retourner, mais par contre après à repasser pour mettre bien, parce qu'en fait quand on retourne, la couture ici,
en fait on n'a pas pu ouvrir la marge de couture au fer et donc c'est en retournant qu'il faut un petit peu jouer comme ça, faire rouler le tissu sous ses doigts pour que ça fasse quelque chose de très net et bien repasser à plat au niveau de la couture. Et moi ça sur une longueur de lien comme ça, mais ça m'a pris 45 minutes quoi. Donc ça m'a pris en fait toute la deuxième partie du live. Et puis après, j'ai pu chercher à me presser parce que je savais que j'étais de toute façon pas dans les clous. Donc on fait ça pour les 2 liens. Et après, il y a une ceinture qu'on vient assembler d'abord ici endroit contre endroit, qu'on retourne à l'intérieur. On fait un repli, hop, pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, on fait un repli ici et après on surpique sur l'endroit en épinglant bien pour que là on soit toujours assez régulière et qu'il n'y ait pas, si c'est pas bien épinglé, des fois comme nous on voit ce côté là, en fait ici des fois la couture hop elle dépasse, hop machin, donc faut bien l'épingler et aller bien droit en regardant bien ses repères sur sa machine. Et à la fin, il reste à faire une boutonnière ici d'un côté pour pouvoir passer le lien en fait. Et alors là, la boutonnière, j'ai failli tout rater en fait, parce que j'avais mal positionné ma boutonnière et j'avais mal réglé la hauteur. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, ma boutonnière, elle va quasiment tout en haut de ma ceinture. Donc elle tient à pas grand chose quoi. Donc j'espère que ça ne va pas se défaire au fil et à mesure du temps, mais normalement non. Voilà pour cette jupe portefeuille. Et puis bien sûr, après, il faut faire un ourlet classique en bas avec 2 replis. Voilà, quelque chose de très très simple. J'ai fait en hauteur, donc elle nous donnait les dimensions en fonction de notre tour de taille, il me semble. Et après, les dimensions en largeur. Et en hauteur, c'était à nous de choisir si on voulait une jupe plutôt courte au-dessus du genou, plutôt au genou ou plutôt longue. Et donc moi j'avais coupé 65 cm en hauteur. Et en fait, une fois que j'avais tout fini, qu'il me restait plus que l'ourlet à faire, j'ai pu essayer. Et c'était, normalement là il fallait faire 2 replis de 1 cm. Et je trouvais que ça allait être un tout petit peu trop long. Du coup j'ai fait des plus grands replis et je pense que si j'avais coupé 62 ou 63 cm ça aurait été parfait. Voilà, donc moi c'est une jupe qui m'arrive au niveau du genou. Le tissu est super fluide, je l'adore et en même temps il n'est pas du tout transparent. Donc c'est génial. C'est une viscose qui vient de chez Tissus des Ursules, parce que j'ai un magasin qui est pas trop loin de chez moi. Alors c'est pas juste à côté, hein, mais c'est un des magasins les plus proches de chez moi, donc j'y vais assez souvent. Et enfin voilà, c'est vraiment un tissu joyeux et coloré pour l'été, enfin c'est génial. Le seul truc c'est que j'ai pas grand chose pour aller avec en haut, parce que j'ai pas de truc uni. En fait j'ai un vrai problème, c'est que je suis toujours attirée par des imprimés, et j'ai rien d'uni cousu main. J'ai des trucs du commerce, mais j'ai pas grand chose cousu main. Voilà, cette jupe je l'adore. Alors je vais pas l'essayer, je vais vous renvoyer vers mon compte Instagram. Il y a tout ce que je couds, je mets toujours des photos portées. Donc vous pourrez, sauf ce qui est boxer enfant ou pour mon mari, hein, je vais pas mettre ça porté. Mais sinon, tout ce que je couds pour moi, je mets des photos portées parce que pour se rendre compte du rendu, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, je suis ravie de cette petite jupe, je sais que je vais beaucoup la mettre, elle est hyper agréable à porter. Et comme j'ai choisi une longueur genou, ça va bien. J'aime bien les jupes courtes, j'aime bien, je trouve ça très joli, mais je les porte pas ici en région parisienne, je les porte qu'en vacances, donc c'est un petit peu dommage, alors que ça, il n'y a pas de souci pour moi. Voilà pour cette jupe portefeuille, donc le tuto est de Atelier Zvilla. Et vous pouvez, donc sur son compte, vous trouverez dans ses stories à la une les dimensions des rectangles qu'il faut couper. Et c'est sur le compte de imake.com que vous trouverez le replay du live en IGTV. Je vais vous marquer tout ça en dessous, évidemment. Après cette jupe, on passe à un petit top d'été. Alors, un petit top d'été que je vous montre comme ça et je vous en parle plus en détail après. Voilà, ça aussi, alors on est vraiment dans des tissus d'été là, hein. Clairement on sent que un petit peu de couleur, un petit peu de fleurs, voilà, on a besoin de tissus assez joyeux.
Alors ça, c'est le Caraco Cédra de la marque Maison Fauve. Où est le patron? Voilà. Alors, Caraco Cédra, oui, donc je vous dis Maison Fauve, mais en fait, moi, à l'époque où j'ai eu ce patron, elle s'appelait Dessine-moi un patron, et c'est maintenant devenu Maison Fauve, mais vous pouvez toujours trouver le Caraco Cédra sur son site. C'est un patron gratuit qui était sorti à la base dans un magazine. Alors, attendez, le magazine, c'était Modes et Travaux, et c'était à l'été, je dirais 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement, donc ça commence bien à remonter. J'en avais fait une première version à cette époque-là. Et c'est une version que je porte tous les étés, beaucoup, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc là, j'ai eu envie d'en faire une nouvelle version avec des couleurs bien pastel, bien jolies, bien estivales, parce que l'autre est plutôt dans les tons bordeaux, donc un peu moins estival. Alors, pour cette version-là, j'ai fait pas mal de modifications. Donc, c'est un petit caraco qui est doublé en fait, qui est réversible. Donc il y a un tissu à l'intérieur et qui se noue aux épaules. En fait, les épaules ne sont pas cousues entre elles, hein, c'est vraiment par le nœud que ça se ferme. Et voilà, en bas c'est un simple ourlet. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on construit le caraco extérieur en faisant la couture sur les côtés en fait. Le caraco intérieur, pareil, en faisant des coutures de chaque côté. Et après, on vient les assembler endroit contre endroit par l'encolure et les emmanchures. Et ça va jusque là. Voilà, on fait vraiment tout le tour. Emmanchure, bretelle, on revient encolure, bretelle, emmanchure. Voilà, on fait tout le tour comme ça. Et après, on retourne et c'est comme ça qu'on a notre top sans couture apparente en fait. Et après, il ne reste plus qu'à faire les ourlets du bas. Elle préconise de faire les ourlets séparés en fait. Du coup, ils sont libres chacun de vivre leur vie à l'extérieur et à l'intérieur. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait un repli de chacun et je les ai cousus ensemble. Et en fait, bah, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Du coup, je suis un peu. Bon, après, ça se voit pas à portée et je m'en fiche, mais j'avoue que j'aurais mieux fait de faire ce qu'elle dit séparément. Ça aurait été plus joli, je pense. Alors, pourquoi je dis que j'ai fait plein de modifications? Parce que sur ma première version, je trouvais qu'il était fort, fort, fort décolleté. Un petit peu trop pour moi et du coup je voulais remonter l'encolure, sachant que comme c'est nous qui faisons les nœuds aux épaules, on le noue un peu où on a envie, et si on fait des nœuds un petit peu, si on serre un peu plus les nœuds, bah en fait le décolleté va remonter. Sachant qu'au niveau emmanchure, il y a quand même pas mal de place pour gérer, pour remonter un peu ou descendre un peu. Donc par rapport comment je portais moi ma première version, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup besoin de remonter l'encolure en fait, mais quand je remontais un peu mes bretelles et que je faisais des nœuds un peu plus grands, ça faisait remonter la pince poitrine un peu trop haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé la pince poitrine plutôt que de remonter l'encolure. Ce qui fonctionne plutôt très bien. Le seul truc, c'est que moi je l'ai baissé de 5 cm et ça fait un peu beaucoup. J'aurais mieux fait de baisser plutôt de 3 cm. Voilà. Donc à refaire, je baisserai plutôt de 3 cm, mais bon. Sinon, le décolleté tombe très bien. Et normalement, le décolleté dos et le décolleté devant sont identiques. Et moi, je trouvais que ça avait tendance à tomber parfois un tout petit peu à la limite du soutien-gorge. Alors normalement, on ne voit pas. Mais je sais pas, j'avais envie d'un décolleté dos arrondi. Je trouve ça aussi hyper saillant en fait, les grands décolletés dos comme ça arrondis, j'aime beaucoup. Et donc j'ai fait ça et j'en ai profité pour le remonter un tout petit peu pour être sûre que ça tomberait pas plus bas que le soutien-gorge. Donc j'ai un décolleté dos arrondi et il tombe très bien, je suis très contente de ma modification. Une pince poitrine baissée et ce qui me permet de remonter un peu mon encolure devant quand j'attache les bretelles. J'ai pas changé autre chose, j'aurais pu je pense allonger le top de 2-3 cm, ça m'aurait pas mal convenu aussi, mais ça reste portable correctement comme ça.
Voilà les tissus. Donc c'est une viscose, celle-ci qui vient de chez Drezovka. Et pareil, je trouve que ça fait très aquarelle en fait, ces petites fleurs pastel et très fondues. Les contours sont pas nets, j'aime beaucoup. Donc c'est une viscose que j'ai achetée lors de ma dernière commande Drezovka. En fait, donc j'avais acheté pas mal de jerseys et de sweats, notamment pour les enfants. Mais je voyais passer ces viscoses et ça m'intéressait beaucoup. Mais j'avais un peu peur du rendu parce que au niveau du grammage, je crois qu'on est sur du 85 grammes au mètre carré. Et moi, en dessous de 100 grammes, enfin, pour moi, il y a de fortes chances que ce soit transparent. Et donc, j'étais pas trop convaincue. J'avais très peur du côté transparent et il s'est avéré que quand je l'ai reçu, ah bah alors là tout est cousu donc ça va pas trop bien. Je sais pas si on va pouvoir voir si je me mets face au soleil. Bon bref, c'est très transparent. Voilà. C'est très transparent, c'est une viscose qui est extrêmement fine, extrêmement légère, alors c'est super hein, pour l'été, mais très transparente. Donc j'en avais commandé qu'un mètre parce que c'était vraiment un test, je voulais voir comment était cette viscose pour savoir si je pouvais en commander d'autres ou pas. Donc je n'avais commandé qu'un mètre et je m'étais dit que de toute façon si c'était transparent, je pourrais faire un top doublé, j'avais ce patron en tête donc tout irait bien quand même. Notamment parce que j'avais ce tissu donc c'est aussi une viscose donc texturée comme ça de chez Mondial Tissu mais qui date, c'est une collection d'il y a 4 ou 5 ans hein, qui dormait dans mon stock parce que je n'en avais qu'un mètre, je ne savais pas quoi en faire et elle était également très transparente et là vous voyez que par transparence en fait on voit alors est-ce que ouais, voilà. On voit le motif de l'autre hein, donc vous voyez à quel point c'est transparent en fait. Donc ce qui est embêtant c'est que j'aurais pu le porter des deux côtés vu que c'est réversible mais en fait on voit vachement par transparence le motif du tissu extérieur donc je pense que je ne le porterai jamais du côté uni ce qui est fort dommage puisque comme je vous disais je manque de haut uni donc c'est embêtant mais bon c'est comme ça c'est pas grave. Je le porterai toujours de ce côté-là, je pense. Mais on sait jamais, hein, une petite tache, quelque chose qui fait que on peut plus le porter de ce côté-là et qu'on n'a rien d'autre sous la main, et ben hop, on le retourne et ça marche quand même, c'est génial. Voilà, en tout cas ce tissu-là, je suis hyper contente de l'avoir utilisé parce que c'est un tissu que j'aimais beaucoup. Alors c'est dommage parce que je vais pas vraiment en profiter, parce que je vais pas le porter de ce côté-là, mais c'est pas grave, il est bien doux, il est joli, il allait bien avec, je suis très contente. Voilà pour ce petit caraco cédra, pareil, vous pouvez le voir porter sur mon fil Instagram. Et ça, je sais que je vais le porter tout le temps pendant les vacances, c'est hyper léger, hyper agréable, ça reste frais sur la peau et tout, quand il fait très chaud, c'est parfait. Voilà pour le caraco cédra. Ensuite, une grosse pièce. Alors une grosse pièce, oui et non, hein, ne nous enflammons pas. Mais j'ai cousu un pantalon, figurez-vous. Voilà, j'ai cousu le pantalon du livre Drest de Direndo. Je regarde à côté parce que mon livre est là-bas, je vais le chercher. Le livre Drest de Direndo, donc c'est ce fameux livre qui comporte 9 patrons très basiques, donc t-shirt, blouse, petit chemisier, robe très simple, short pantalon, veste, mais vraiment basique, basique, basique. Je ne sais plus s'il y a un endroit où on a une vue d'ensemble de tous les patrons. Je ne crois pas, bon, sûrement, mais je ne vais pas passer 3 heures à feuilleter le livre, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Puis bon, je pense que vous l'avez déjà vu passer 1 milliard de fois. Alors, est-ce que je peux retrouver rapidement la page du pantalon? Oui. Donc voilà l'image du pantalon qu'on a et le dessin technique. Donc il existe en version pantalon et en version short. Le pantalon a une coupe 7/8e et il est légèrement resserré sur le bas des jambes, il est plus large aux hanches. Ça a toute son importance ce que j'ai dit là, puisqu'en fait c'est pas du tout une coupe qui me convient. Mais bref, parlons de la couture d'abord. Donc j'avais déjà fait moi en version short pour l'été dernier, que j'ai bien porté pendant l'été. Après le tissu n'est pas forcément hyper méga adapté et tout, mais ça me va et je continuerai à le porter cet été. Je vais encore l'emmener mon short en vacances parce que je suis bien dedans. Là je voulais tester le pantalon.
À la base, je voulais pouvoir me faire des pantalons un petit peu légers puisque moi en pantalon je n'ai quasiment que des jeans. J'ai un seul pantalon fluide que je peux mettre l'été, mais il est en tissu polyester et en fait il tient finalement un peu chaud à cause de cette matière qui n'est pas super. Je préférerais me faire des pantalons en viscose ou en petite cotonnade assez légère. Du coup, j'ai voulu tester le pantalon et j'avais dans mon stock une popeline de coton avec de l'élastane. Je me suis dit que ça pourrait aller. Elle n'est pas très épaisse, franchement ça va, oui elle est assez fine. Mais par contre, bah, je dirais pas qu'elle est rigide, hein, mais elle marque les plis et tout, et ça me convient pas très bien. C'est une version qui est ratée pour moi, hein, qui ne me va pas. Je vous montrerai ce que ça donne sur moi. Cette fois, je me changerai et je l'enfilerai parce que j'ai besoin de vos avis. Je l'ai cousu en taille 40. Et je me dis que c'est peut-être ça le problème. Alors moi, je fais du 40 en haut, c'est sûr. Chez Direndo, j'ai toujours fait du 40. J'ai toujours fait les robes en 40. J'ai toujours fait les t-shirts en 40. J'ai toujours fait du 40 chez Direndo. Le short, je l'avais cousu en taille 40. J'avais juste repris un tout petit peu la fourche d'eau au niveau des fesses parce que ça, voilà, il y avait un petit surplus de tissu. J'avais repris la fourche et ça allait. Là, le pantalon, bah ça va pas, ça fait des plis partout. Je suis pas à l'aise, je pourrais jamais le mettre, je pourrais jamais sortir avec ce pantalon, c'est pas possible. Après, je peux essayer de le reprendre, mais franchement, je suis même pas sûre d'y arriver. Donc c'est un pantalon qui a une taille élastiquée, une fausse braguette, donc c'est ouvert mais en fait ici c'est fermé, des poches et moi j'ai rallongé les jambes de 4 cm parce que je voulais pas de 7/8e, je n'aime pas cette coupe sur moi. Aucun problème dans la réalisation. Au niveau couture, c'est ultra simple, hein. Franchement, si vous voulez faire un premier pantalon que vous n'avez jamais fait, que vous avez peur de tout ce qui est braguette et tout, bah là, ça limite, hein. En plus, une taille élastiquée, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à faire. Enfin, voilà. Niveau couture, vraiment aucun problème et c'est assez rapide à faire. Franchement, il n'y a pas de grosses difficultés. Il n'y a pas de choses ultra minutieuses. Ça va assez vite. Donc, au niveau couture, tout s'est très bien passé. Ce qui ne va pas, c'est que j'ai trop de matière au niveau des fesses. Je pense que le 40, en fait, c'est pas ma taille en pantalon. Et c'est possible que si je m'intéresse un peu plus au tableau des mesures, parce qu'on a, on a le tableau mesure du vêtement fini, et en dessous, non c'est le métrage de tissu, mais dans le livre, ailleurs dans le livre, on a un tableau de mensuration en fonction de ces mesures, quelle taille il faut coudre. Et je pense que pour les bas, je ferais mieux de coudre du 38, puisque là, si je regarde les mesures du vêtement fini, j'ai au niveau des hanches, le 40 c'est 106, et moi je fais pas du tout, enfin je fais moins de 100 cm en tour de hanche, parce que j'ai pas de fesses, j'ai pas de hanche en fait. Donc je pense que j'aurais mieux fait de me baser sur le 38, qui a des hanches de 102 cm en vêtements finis. Donc moi je crois que je fais 98, ce qui me permettrait d'avoir 4 cm d'aisance, et 4 cm d'aisance, surtout dans un tissu où il y a de l'élastane. Attendez, est-ce que je peux... Voilà, il s'étire, hein. Ça se voit pas très bien, mais il s'étire, il a de l'élastane, donc il y a du confort, et avec 4 cm d'aisance, je pense que ça aurait été bien. Donc sûrement que le problème vient d'un côté de mon tissu qui est légèrement, enfin qui n'est pas en tout cas fluide, il est un peu rigide, et en plus de la taille que j'ai choisie. Donc ce que je vais faire, je coupe, je l'enfile et je vous montre et on en parle. Alors voilà ce que ça donne. Donc vous allez voir, voilà, ici déjà il y a plein de plis. Alors au niveau de la taille, il me va puisqu'en même temps on met un élastique à sa taille dans la coulisse. Donc forcément au niveau taille, il n'y a pas de problème. Et avec l'élastique, c'est confortable et tout. Je pense du coup que j'ai que la circonférence là, de mon pantalon à ce niveau-là, au niveau des hanches, en fait, il y a trop de tissu. Et du coup, là, avec l'élastique, ça fronce trop et ça fait des plis ici, c'est pas joli. Parce que vous allez voir que si je mets les mains dans les poches et que je tire un peu comme ça, bah d'un coup, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc là, il y a pas mal de plis et tout. Après, sinon, au niveau des jambes et tout, ça va, hein. On sent que c'est juste que c'est un tissu qui marque un peu et qui fait des plis, mais c'est pas la cata. Et dans le dos, alors je vois pas ce que je vous montre, hein. Je vois pas trop.
Euh, j'ai du mal aussi justement à savoir où ajuster parce que je ne me vois pas bien. J'essaye de regarder dans la glace et tout, mais je ne me vois pas bien. Mais je pense qu'il y a quand même un petit peu trop de tissu ici. Sachant que j'ai déjà repris la fourche de la taille 40. Donc, c'est-à-dire que si je coule 38, je ne vais pas perdre beaucoup à ce niveau-là, parce que si je ne reprends pas la fourche, enfin, je pense que ça fera à peu près pareil. Donc, voilà. Bah, après le dos, forcément, avec la ceinture ici, là, ça fait des plis, c'est pas super joli. Après, pour moi, c'est pas forcément un pantalon que je pourrais porter avec un t-shirt rentré dedans. Hein. Là, je le mets comme ça pour vous montrer, mais ce serait plutôt un pantalon avec un pull qui vient dessus ici. Mais ce qui me gêne, c'est ici. Ça va pas du tout. Donc, ma question, s'il y en a qui, parmi vous, qui savent, qui sauraient en fait me dire, est-ce que vous pensez que, en fait, la taille est un peu grande, et que du coup, si je coule 38, bah, ça va plus faire ça, et ça sera mieux. Ou est-ce que c'est plutôt des ajustements de fourche qu'il faut que je fasse, sachant que j'ai déjà fait le dos, mais j'ai pas touché à la fourche devant. Après, je pense quand même que malgré tout, bah, ici, ça fronce, donc je ne sais pas. Donc si vous savez, s'il vous plaît, dites-moi, parce qu'en fait, enfin, c'est quand même un pantalon qui va être sympa, enfin le patron, je parle, c'est quand même un pantalon que je pourrais refaire et qui serait sympa à porter. Des pantalons en coton comme ça, quand il fait moyennement chaud, bah c'est génial. C'est moins lourd qu'un jean, c'est super, ça me changerait un peu. Donc je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement tenter le short en 38 pour voir si c'est mieux ou pas que celui qui est en 40 avant de refaire un pantalon. Voilà, donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau des fesses, si ça va ou pas. Moi, je ne me vois pas bien. Voilà. C'est vrai que là, ça tombe aussi un peu. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi, s'il vous plaît. Alors après ces coutures un peu plus évoluées, jupe, pantalon et tout, je suis repartie sur quelque chose de très simple, sachant que le mois de juin, ça rime aussi avec l'approche de la fin de l'année scolaire, et donc j'ai pour habitude de coudre un petit cadeau aux maîtresses des enfants. Et là, cette année, j'ai fait des pochettes à livres. Je vais vous montrer de ce côté-là, voilà. Des pochettes à livres, alors il y en a d'autres, enfin j'en ai fait plusieurs parce qu'il y a les maîtresses, il y a les... Bon bref, il y a plusieurs personnes à gâter et je voulais vous en parler un peu juste pour, parce que ça peut vous donner des idées. Alors pour cette année, ça sera peut-être trop tard, je ne sais pas à quel jour on sera quand l'épisode sera en ligne et quand vous le regarderez. Ça va peut-être faire un peu juste pour la fin de l'année scolaire, mais si ça peut vous donner des idées pour l'année suivante ou pour d'autres personnes. L'année dernière, j'avais fait des lingettes démaquillantes dans un petit pochon. Il y a une année où j'ai fait un tote bag. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des petites trousses. Là, il y a Liz Taylor qui a sorti un tuto gratuit de trousses de pochettes rondes. Donc c'est aussi assez sympa, un peu original. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai fait des pochettes à livres. C'est au format livre de poche plutôt, pas pour des gros livres. J'ai pris mes mes coupons de tissu en coton imprimés. J'en ai des tonnes et des tonnes en plus ou moins petits bouts et je les utilise toujours pour ce genre de petits projets au fur et à mesure comme ça. J'aime bien parce que du coup j'ai du choix et c'est quand même sympa d'avoir le choix. Donc là j'avais ce tissu qui est un tissu de Michael Miller, c'est un designer tissu que j'aime beaucoup, américain, qui fait des très jolis motifs avec des triangles qui brillent pour une maîtresse qui aime les paillettes. Voilà, donc ça c'est Hugo qui a choisi l'association. Ça c'est l'association de tissus choisie par Valentin, donc un peu moins sobre avec du léopard et un joli panda. Et puis il y en a d'autres, voilà. En gros, c'est très simple à faire. Hein. C'est des rectangles qu'on assemble. Donc on assemble sur les côtés et en bas. Donc on fait d'abord le tissu extérieur, ensuite le tissu intérieur où on laisse un petit trou en bas. Et après, on les assemble endroit contre endroit par le haut. On retourne le tout. On fait un petit repli et c'est réglé. On ferme à l'intérieur avec un point invisible à la main
et ça nous fait un petit sac comme ça. Voilà, donc c'est très très simple, mais j'en ai déjà offertes là quelques-unes et ça a beaucoup plu, donc parfois il ne faut pas trop se casser la tête. Les choses les plus simples peuvent être les plus appréciées. Et enfin, parce qu'il y a encore deux petites choses en couture, j'ai eu envie... alors en fait, tout ça, ça a un rapport avec la broderie. Donc je vais vous parler d'abord couture et je vous parlerai de ce qu'il y a dessus après. Donc ne vous focalisez pas sur ce qu'il y a dessus. J'avais envie de me faire un t-shirt brodé. Voilà. Et pour ça, bah, je voulais vraiment un t-shirt tout blanc. J'en avais pas du commerce. J'avais du jersey blanc dans mon stash. Donc je me suis dit, allez, on y va. Mais je ne sais pas pourquoi, je crois que j'étais en train de coudre le pantalon du livre d'Irendo, et donc du livre Drest, et donc je me suis dit, tiens, j'ai pas encore testé le t-shirt de ce livre, donc bah, ça serait l'occasion de changer un petit peu. C'est vrai que j'avais cousu encore plusieurs plantins et tout, donc bon, je me suis dit que c'était le moment de le tester. Donc le t-shirt du livre Drest, il est comme ça, il peut avoir un col rond ou un col V et surtout il a des petites emmanchures tombantes là, ce qui fait qu'il n'y a pas de couture pour les manches. En fait, c'est la pièce, elle est comme ça et elle vient jusque là. Donc il y a uniquement une pièce devant à couper au dos, au pli, une pièce dos à couper au pli et une bande d'encolure et c'est tout. Le reste c'est un repli pour faire un ourlet là et en bas pareil. Donc c'est quelque chose qui prend quand même peu de temps et à couper et à assembler pour un résultat, ma foi, assez sympa. Donc là, j'ai pas encore fait les ourlets des manches et l'ourlet du bas, mais ce sera fait prochainement. Donc là, pareil, j'ai fait le 40 et ça me convient très bien. Alors le seul truc, c'est que quand les emmanchures comme ça sont tombantes, moi ça me crée des plis ici, bah, parce que j'ai... là je suis un petit peu creusée sur le début de la poitrine suite à mes 2 grossesses, et après j'ai de la poitrine, donc ça fait un petit peu des plis et tout, bah, comme ici sur le pull, vous voyez, voilà, ça fait pareil. Donc voilà, ça crée des plis. Après, ça me gêne pas. De toute façon, pour moi, un vêtement, on n'est pas, on le regarde pas figé comme ça. C'est comment on se sent dedans et tout. C'est pas très grave s'il y a des plis. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et en fait, le blanc, c'est ma deuxième version puisque j'avais d'abord fait une toile dans un tissu vert d'eau comme ça. Donc là, vous voyez ce que ça donne les manches avec le ourlet. Donc à l'aiguille double. Et pareil, l'ourlet en bas. Donc ça, c'est le dos. Et le devant, il est comme ça, mais il n'est pas fini. Voilà. Il est fini de coudre, mais le t-shirt en lui-même n'est pas fini. En tout cas, bah, c'est un t-shirt très simple et qui tombe vraiment bien. Moi, je suis ravie de la taille que j'ai choisie, 40. Ça me convient très très bien. Donc vous comprenez bien qu'il y a un petit peu de broderie à venir, donc je passe tout de suite à la partie broderie. Alors, 3 choses à vous montrer en broderie et ce seront des vêtements. Et oui, j'ai fait pas mal de sacs brodés, là, sacs en cours et tout, comme celui-ci par exemple. Et là, j'avais plutôt envie d'utiliser la broderie sur des vêtements. Donc déjà, j'ai enfin terminé mon Secret Garden. C'est le défi numéro 7 de Julie Jolissonge. Vous savez, Julie Jolissonge, vous avez comme ça son compte, le Secret Garden. Et vous savez que, enfin, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'adore ces défis broderie. Elle en est à son 7e, c'est celui-ci. Moi, je pense que j'ai commencé au numéro 3, si mes souvenirs sont bons. Je ne connaissais pas avant, tout simplement. Et son défi numéro 3, c'était ma toute première broderie. Ça doit être celui-ci, d'ailleurs. Ouais, c'est celui-ci. Donc là, je l'ai terminé et j'ai beau en avoir fait plusieurs, et ben j'ai encore appris un nouveau point qui est le point qui sert à faire les roses, c'est du point d'araignée que je n'avais encore jamais fait. Alors moi, ce que j'adore, c'est le point de nœud, ce qui sert à faire les petits points. Le point d'araignée, j'ai beaucoup aimé le faire. J'adore faire aussi le point de bouclette.
Et j'aime bien, mais je sais pas si le point de plume qui est celui-ci. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, bof. Voilà. Donc là, ce sera une poche. Vous voyez que c'est dessiné sur du tissu. Le contour de ma pièce poche, c'est une poche d'une jupe Justine. C'est une jupe longue. Enfin, bref, je vais la coudre bientôt, donc vous verrez bien. Et le tissu, c'est un tencel qui vient de chez Rascol et que j'aime beaucoup. C'est très doux et c'est très fluide. Donc je pense que la jupe va être super agréable. Ça me fera une jupe unie, donc couleur jean. Hein, et ce sera très bien pour porter avec des t-shirts bariolés comme j'en ai plein l'armoire. Voilà, donc c'est encore un défi que j'ai adoré faire. Elle explique à chaque fois tous les points. Il y a tous ses tutos en vidéo sur son compte Instagram et tout. Enfin, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. J'apprends beaucoup avec ces défis. Et tant qu'elle continuera à faire des défis, je continuerai à broder avec elle. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je viens de finir. Alors, attendez. Je viens de finir un autre défi broderie, donné cette fois par Armel de Dreaming Chocolate Design. Vous voyez voilà, son petit pseudo. Et ça, c'était pour broder donc un verre à cocktail. Donc mes enfants ont tout de suite dit oh, un mojito. Et ouais, dès leur plus jeune âge, ils connaissent les bonnes choses. Donc voilà, je viens de finir de broder sur mon t-shirt Dressed non terminé ce verre à cocktail avec une tranche, une rondelle de citron vert, des feuilles de menthe, un touilleur toucan et une paille colorée. Et voilà, à l'intérieur, il y a des petites fleurs, feuilles de menthe, etc. etc. Alors, c'était la première fois que je brodais sur du jersey, il me semble. Oui, parce que j'ai déjà brodé un vêtement, mais c'était un sweat et c'en était un tissu qui n'était pas hyper extensible. Du coup, ça ne m'avait pas posé de problème. Donc là, bien sûr, j'avais décalqué le dessin sur du Solufix, qui est un papier autocollant et hydrosoluble, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé, vous passez dans l'eau et le papier se dissout. Ce qui permet de stabiliser le tissu, hein, donc ça c'est génial. Mais je voyais bien que par moment, il y avait quand même des choses qui s'étiraient. Et d'ailleurs, alors est-ce que ça va se voir? Il y a des imperfections au niveau du passé plat, voilà. Et c'est vraiment dû au fait que c'était du jersey. Parce que tant qu'il y avait le Solufix, ça paraissait très régulier. Et en fait, quand on enlève le Solufix, bah, on se rend compte que c'est nettement moins régulier. Mais de loin, ça paraît parfait, n'est-ce pas? Hein, on n'est pas censé avoir le nez dessus comme ça, surtout que ce sera plaqué sur ma poitrine, donc j'espère bien que personne n'ira mettre le nez dessus pour voir les détails, ce qui n'est pas parfait dans les détails. Donc la différence entre les défis d'Armel et les défis de Julie, Armel utilise beaucoup de passé plat et moi le passé plat c'est un point, non pas que j'aime pas parce que j'adore vu que ça permet de faire du remplissage et j'aime beaucoup justement, mais c'est un point qui me pose des problèmes parce que je ne suis pas très régulière et le passé plat bah, il faut vraiment que les fils soient bien serrés, alors pas qu'ils se chevauchent mais pas qu'ils soient trop espacés pour qu'on ne voit pas de blanc à travers et c'est vrai que c'est moins facile quand on débute de faire du passé plat que de faire des points de contour en fait. Donc mon toucan, j'en suis assez contente parce que c'est voilà, du point de tige, c'est du contour, pour moi c'est très simple. Là il y a un peu de point de nœud pour faire les petites bulles du cocktail. Là c'est du passé plat et pareil si on regarde de trop près on voit qu'il y a des imperfections. Les feuilles de menthe, alors les feuilles de menthe c'est un point que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle le point de feuille justement, et qui permet en fait de créer la nervure centrale de la feuille en faisant notre point, sans avoir à repasser un fil par-dessus, par exemple, pour vraiment marquer la nervure. Donc c'est hyper joli et c'est assez plaisant à faire. Là, le contour, il est en point de chaînette et l'intérieur en passé plat. Et ici, on a du point de bouclette, beaucoup de passé plat, du point de nœud, le point de feuille également, et le contour du verre en point de chaînette. Voilà.
C'est un motif que j'ai pris beaucoup de plaisir à broder parce que voilà, c'est un motif pareil, c'est joyeux, c'est estival. Et puis c'est quelque chose de plus concret en fait que quand on fait par exemple ce genre de choses. Bah, c'est très joli, il faut bien choisir ses coloris pour que ça fasse des jolies nuances et tout, mais là on est dans quelque chose de plus réel et c'est ce que j'avais aussi envie de faire. Je trouve que du coup ce sont deux univers qui se complètent bien. J'aime bien les deux, voilà, et c'est assez chouette. Donc voilà pour ce t-shirt brodé. Je ne l'ai pas encore... bon, comme je n'ai pas terminé, bah, je ne l'ai pas encore réellement essayé. Je l'ai juste posé sur moi et en fait, j'ai l'impression que mon verre, il est légèrement de travers. Mais encore et toujours, un vêtement, ça ne se regarde pas comme ça, figé, dans le mouvement. Ça ne se verra pas, il n'y a pas de souci. Et enfin, sur ce t-shirt, en fait, que j'avais vraiment fait pour faire une toile, hein, à la base... Enfin, c'est une couleur que je porte pas forcément beaucoup. J'avais ça dans mon stock. Je me suis dit, bah voilà, au pire, si c'est raté, c'est pas très grave. Mais le fait est qu'il me va bien et qu'il n'est pas raté. Mais uni, en fait, je trouvais ça trop triste. Voilà. Comme ça, bon, je sais pas. Sur moi, je le sentais pas, en fait. Donc, je me suis dit, et si on le customisait un peu? Donc, j'avais acheté au dernier... CSF ou AEF, je ne sais plus, AEF je crois, dernière AEF où je suis allée, donc avant toute cette histoire, ce virus dont on ne doit pas prononcer le nom, j'avais acheté chez Britney Pompadour une petite feuille, donc là il n'y a plus rien évidemment, hein, une petite feuille comme ça où il y avait plein de motifs de fruits, c'était donc elle en a plein, mais comme ça sur plein de thèmes différents, et moi c'était le thème Tutti Frutti, que vous pouvez retrouver hop, ici. Et donc il y avait plein de petits fruits, donc on peut en choisir un seul, faire un truc très discret, on peut en mettre plusieurs, on peut mettre sur des vêtements, sur des accessoires, on fait vraiment comme on veut. En fait on a une planche et on peut découper chaque motif séparément. Et je sais pas pourquoi, comme ça, parce qu'au début je voulais juste me faire un petit truc poitrine, hein, donc vraiment le truc discret. Et en fait comme je savais pas quel fruit prendre, quel fruit choisir, et ben voilà ce que ça a donné. Il y a des fruits partout, mais bien sûr je n'ai pas commencé à les broder. Là il y a juste, bah voilà, c'est ça le Solufix en fait, c'est ce papier là. Donc il y a quand même un peu de boulot là-dessus. Je me demande si je vais pas l'emmener en vacances, ça me fera autre chose que du tricot, si je peux pas tricoter parce que j'ai mal à l'épaule. Bon, remarque, la broderie ça me fait aussi mal, alors je brode avec ma main droite, mais par contre je tiens le cercle et le tissu avec ma main gauche et donc quelque part ça fait forcer. Donc c'est pas forcément mieux, mais ça permet d'alterner les mouvements entre le tricot et la broderie, je pense que c'est quand même pas mal. Donc il y a quand même du boulot parce que la plupart des choses se font en remplissage en fait. Alors par contre, il n'y a pas trop d'instructions au niveau des points à utiliser, il y a quelques instructions, il y a une petite feuille en fait, attendez, hop, pardon, il y a une petite feuille, voilà, qui nous dit vous allez commencer une broderie, comment ça marche, machin, donc il y a, la feuille est comme ça, hein. Voilà. Il n'y a pas, voilà, on va pas nous dire sur tel fruit, il faut faire tel point pour telle partie, non. On nous donne des choses, j'essaie de pas trop montrer, quel point utiliser si on veut faire une écriture, si on veut faire un remplissage, si on veut faire, je vois pas trop, du remplissage et encore du remplissage. Bon bref, on nous donne quelques techniques et après c'est à nous de choisir quelle technique on va utiliser pour broder tel ou tel fruit par exemple, ici tel ou tel motif quoi. Il y a aussi sur leur site des informations complémentaires, je crois des tutos de chaque point et tout. Mais on n'a pas une marche à suivre, voilà, là on va pas nous dire la partie rouge vous la faites de telle façon, la partie verte de telle façon et les pépins de telle façon. Non, on se débrouille comme on le sent. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me pose un peu problème parce que bon, j'ai pas vachement de connaissances en broderie. Les connaissances que j'ai, en fait, sont venues des différents défis et des quelques motifs que j'ai brodés, mais où on me disait toujours quel point utiliser. Donc je sais pas si je vais réussir à faire les meilleurs choix pour que ça rende vraiment bien quoi. Par exemple là, je sais pas quoi. Je sais pas si je vais réussir à bien faire. J'ai peur qu'au final ce soit grossier et j'ai pas vraiment les bons détails et que du coup on reconnaisse même pas les fruits quoi. Donc
à voir, mais c'est quelque chose, je pense, qui va m'occuper cet été et ça sera assez sympa. Voilà pour la broderie, on a fini aussi, donc ça y est, je suis arrivée au bout de cet épisode. Enfin moi je suis arrivée au bout. Pour vous, il va y avoir un petit bonus pâtisserie. Je vais vous donner quelques secrets pour réussir des madeleines avec une jolie bosse. Donc je vous mets ça tout de suite et je vous reprends après pour vous dire au revoir. Gourmand, on se retrouve aujourd'hui pour un goûter très apprécié des enfants, les madeleines au miel. Et je vais vous donner quelques astuces pour obtenir une jolie bosse. Je vous mets comme d'habitude la liste des ingrédients à l'écran et vous pouvez retrouver la recette écrite dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, on va faire fondre le beurre avec le miel, soit dans une casserole sur feu doux, soit comme j'ai fait ici, dans un petit bol au micro-ondes. Puis on va le laisser refroidir tranquillement. Ensuite, on casse les œufs entiers dans un saladier, on ajoute la cassonade et ensuite il faut fouetter énergiquement, soit à la main, soit au batteur, comme vous préférez, jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux. On incorpore alors notre beurre refroidi. Attention, si le beurre est chaud, il risque d'activer la levure pendant le repos de la pâte plutôt que pendant la cuisson, donc c'est très important. On ajoute ensuite la farine et la levure et on mélange pour obtenir une pâte bien lisse. Enfin, si vous souhaitez aromatiser vos madeleines, c'est le moment. Donc on peut râper un petit peu de zeste de citron ou d'orange, ajouter de l'extrait de vanille liquide, de l'eau de fleur d'oranger ou même des pépites de chocolat pour les plus gourmands. Bref, vous faites comme vous le sentez à votre goût. On va maintenant laisser reposer la pâte au frais, au minimum 2 heures, mais vous pouvez même la laisser une nuit complète. Plus la pâte sera froide, plus ce sera facile d'obtenir une jolie bosse sur vos madeleines. Vous pouvez maintenant récupérer votre pâte bien froide et remplir vos empreintes à madeleine au maximum aux 2/3. Il ne faut surtout pas les remplir à ras-bord. On va maintenant placer le moule rempli au congélateur pendant 10 minutes, le temps de préchauffer le four à 220 degrés. Et c'est ce contraste entre la pâte bien froide et le four bien chaud qui créera le fameux choc thermique qui permet de faire monter la bosse des madeleines. Quand le four est bien chaud, on sort notre moule du congélateur et on va enfourner. On va tout de suite baisser la température du four à 180 degrés pour que les madeleines ne soient pas agressées et ne colorent pas trop vite. Au bout de 10 minutes, si tout s'est bien passé, vous aurez une très belle bosse sur vos madeleines et vous pourrez sortir votre moule. Voilà comment obtenir des madeleines bien gonflées. Maintenant, il ne reste plus qu'à les laisser refroidir et à patienter un petit peu avant de pouvoir les déguster. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi, laissez-moi des petits commentaires. J'aime toujours vous lire. Je ne sais pas si je réponds vraiment à tout le monde. Alors, il faut savoir, j'oublie toujours de le dire, il faut savoir que parfois, il y a des commentaires qui disparaissent. C'est-à-dire que je vais recevoir une notification, soit par mail, soit sur mon téléphone, qui va me montrer un début de commentaire. Et en fait, si je vais dans les commentaires de la vidéo, je ne trouve pas le commentaire. Et je ne sais pas pourquoi. Ça me l'a déjà fait sur plusieurs vidéos. J'ai déjà remarqué ça. J'oublie à chaque fois d'en parler. Si je ne réponds pas à votre commentaire, c'est peut-être qu'il n'apparaît pas chez moi. Et c'est quand même assez embêtant parce que quand on laisse un commentaire, on aime bien avoir un petit retour. Alors je mets toujours un cœur pour dire que je l'ai vu, mais parfois si le commentaire n'apparaît pas, je peux même pas vous montrer que je l'ai lu. Mais je lis tous les commentaires. Je vous remercie d'ailleurs parce que c'est toujours sympa d'échanger comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vais encore vous dire que j'ai trop blablaté et tout, mais vous me dites toujours que non, ça va et que c'est sympa en fait de parler, de m'écouter parler, parce que vous ne me parlez pas. Alors peut-être que derrière votre écran, vous me parlez, vous me répondez aussi, ce qui serait assez marrant. Bref, donc j'espère que que ça vous a plu, que ça vous a occupé, que vous avez passé un bon moment, soit de tricot, soit je ne sais pas ce que vous faites quand vous regardez mes podcasts, dites-le moi. Et on va se retrouver donc pas tout de suite là prochainement puisque moi je vais partir 2 semaines en vacances de mi-juillet à fin juillet.
je n'aurai pas le temps de tourner un autre épisode avant et j'aurai sûrement un peu de temps en août, même si je serai avec les enfants et du coup ce sera un peu différent, j'aurai moins de créneaux comme ça très longs pour enregistrer un épisode, mais bon, je pense qu'en août j'aurai un épisode pour vous. Enfin oui, c'est sûr que je reviens en août en fait, voilà, bref. J'espère en revanche qu'il y aura un peu plus de tricot, mais ça je peux pas trop vous le garantir. Je vous souhaite un bon mois de juillet du coup, puisqu'il y a de grandes chances pour que vous regardiez cet épisode au mois de juillet. Je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture, broderie, pâtissez bien aussi. Dites-moi si vous avez fait des madeleines, si vous avez d'autres astuces. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Thank you.